Alors Daniel, on avait discuté avec lui, hein, c'est un enseignant-chercheur en information et communication, et il écrit des livres, hein, il vient d'en sortir un, rappelle le titre, va au pupitre avec le micro. Voilà. Le titre de mon dernier livre qui vient de sortir, c'est La foi ou la loi, origine sacrée et racines religieuses de la laïcité française. Voilà. Donc vous voyez que ça n'a pas trop à voir, et ça me permet de prendre un peu la main et d'expliquer. Au départ, je suis un chercheur donc en sciences de l'information et de la communication avec une forte dominante droit administratif et histoire, et donc je suis un spécialiste un peu de l'histoire de l'administration et de ses rapports avec les citoyens. Et tout à fait par hasard, il y a 6 ans, je me suis intéressé à la pollution de l'air pour des raisons strictement personnelles. Il y avait des navires au port de Nice qui avaient des cheminées très très hautes, et cette pollution arrivait jusque chez moi, donc en plein été, j'ai été obligé de vivre les fenêtres fermées. Voilà. Et donc à partir de là, mon épouse m'a poussé en disant mais écoute, fais quelque chose, travaille et essaie de nous délivrer. Voilà. Donc ça a été l'occasion de bifurquer un peu par rapport à mes recherches. J'ai continué les anciennes et j'ai attaqué celle-ci. Et donc il y a un accord entre mon laboratoire, le Cyclab Méditerranée de l'Université Côte d'Azur, et Atmosud, un double accord, un accord avec mes étudiants qui travaillent avec Atmosud et moi-même qui était chargé de faire des recherches au niveau des archives d'Atmosud pour lancer l'histoire d'Atmosud. Et parce que c'est une histoire qui n'est pas simple, alors je ne sais pas si on pourra passer les diapos ou pas. Oui, voilà. Donc, l'histoire commence dans les années 70. Vous voyez ici, la France, c'était un grand pays industriel, fier de ses productions. Donc, la 5, la Renault 5, le France, j'ai pas mis le Concorde qui est sorti un peu après, la DS, 19, puis 21 qu'on a un peu transformé, là, et le plan Bulle, c'est-à-dire le plan calcul qui a été lancé sous De Gaulle, mais bien développé avec Georges Pompidou, et qui a permis à la France de coller au niveau industriel, en particulier aérospatial et militaire, aux grandes puissances américaines, russes, maintenant chinoises. Et donc, vous voyez, c'est cette période-là qui a vu la naissance d'Atmosud. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, deuxième document, on a de la pollution qui naît avec la révolution industrielle à la fin du XVIIe, début du XVIIIe en Angleterre. Et là, vous avez un panneau de William Turner sur Londres. C'est le passage, c'est le passage à révolution industrielle. Donc vous avez un bateau à voile qui est traîné pour être emmené à la destruction par un bateau à moteur, et on voit que ce bateau à moteur fume énormément. Et puis on a parlé de la pollution, je dirais presque industrielle, déjà avec Pline le Jeune qui parlait des Étrusques, donc dans l'Antiquité, parce que les Étrusques étaient ceux qui fabriquaient l'acier, le métal des armures des Romains, etc., sur l'île d'Elbe. On a retrouvé, c'est ce qui est intéressant et passionnant, on a retrouvé dans la calotte glaciaire arctique, on a retrouvé une tranche avec des cendres qui provenaient donc d'Italie. On voit que les choses, voilà. Et ensuite, donc, révolution industrielle. Victor Hugo, en 1851, parlait des miasmes stagnants et méphistiques des cours lilloises. Et puis, enfin, bon, la force motrice, on passe de la vapeur au pétrole, au diesel, et donc on a des transports qui se multiplient. Pour vous donner une idée quand même, on avait en 1939 environ 3500 navires qui faisaient entre 6 000 et 30 000 tonnes, qui voyageaient dans le monde. Actuellement, on a 80 000 navires
qui ont plus de 20 000 tonnes tous les jours, quotidiennement, sur nos océans et nos mers. Et il faut se poser la question, alors effectivement, on a eu des progrès extraordinaires au niveau de la pollution. Les navires polluent 10 fois moins. Vous imaginez que les navires qui tournaient au charbon ou au diesel 6,5 il y a quelques années, ça polluait énormément. Donc, on pourrait se dire la pollution a diminué puisqu'on a des navires qui sont plus propres. Mais en réalité, on a beaucoup plus de navires. Voilà. Et donc, ça a été un problème. Voilà. On peut passer la suivante. Donc, où on a commencé vraiment à prendre conscience au niveau européen de la pollution atmosphérique, c'est à Londres en 1952. En 1952, en décembre 52, il y a une pollution énorme, c'est-à-dire qu'à Londres, il y a du brouillard. Le brouillard se mélange aux fumées, ça donne du smog. Et on a eu, en décembre 52, 4500 morts, 11 000 personnes qui ont été malades, et les policiers se déplaçaient avec des torches pour conduire, par exemple, les bus d'un arrêt à l'autre. Donc on avait une paralysie en même temps de la ville. Et à l'époque, Winston Churchill, qui avait quand même beaucoup de qualités, mais il avait un gros défaut, c'est qu'il était conservateur, qu'il n'a pas voulu reconnaître que c'était la pollution qui tuait. Il a parlé d'un événement climatique. Seulement, on peut passer à la suivante. Seulement, et des maladies dues à la pollution. Donc on passe celle-ci. Et donc, si vous voulez, dès le 19e siècle, la fin du 19e, la France a commencé à avoir des systèmes de surveillance de la qualité de l'air. Par exemple, dans les années 1892-93, on a eu une enquête sur l'atmosphère du métro parisien qui venait d'ouvrir. Donc c'est quand même intéressant, vous voyez. Et donc on avait deux grands laboratoires, le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et le laboratoire central de la préfecture de police. On peut passer. Voilà. Alors, on a des réponses institutionnelles et là, j'insiste quand même sur les réponses. La première réponse en France, c'est un édit royal de 1382 qui interdisait de créer des unités qui polluaient. Donc, les unités qui polluaient, ça pouvait être des tanneries. Ça pouvait être des usines qui vont utiliser le bois à l'époque ou le charbon. Et donc, on a eu une deuxième approche. 1810, c'est Napoléon Ier. Napoléon Ier désire développer l'industrie française. Et donc, sous prétexte, si vous voulez, de protéger la population, va sortir un texte qui permettra au préfet, déjà, d'instituer pas mal de dérogations permettant de créer des usines près des populations ou même carrément en centre-ville. 1932, c'est la première loi qui est sortie qui a été promulguée, si vous voulez, par un sénateur qui s'appelait André Morizet. Et ce sénateur, donc, va demander que les usines soient éloignées des populations. Alors, ce n'est pas n'importe qui, André Morizet. André Morizet est un sénateur communiste qui est à Boulogne-Billancourt. Donc, voilà, il y a les usines Renault, il y a plein d'autres usines. Et les chats font pas des chiens. Je terminerai sur ceci. On a Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est l'arrière-petite-fille d'André Morizet, et son arrière-petite-fille a été secrétaire d'État à l'écologie de 2007 à 2009. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de continuité, et c'est très très intéressant de voir comment parfois vous avez des dynasties qui se créent. On peut continuer pour les diapos. Merci. Donc, on passe. Celle-là, j'en parlerai une autre fois. Donc, le drame londonien a amené les premières stations. Donc, Réaction va créer des stations permanentes de mesure de l'air à partir de 1954 en Europe. On continue. Voilà. Et donc, là, ici, le 27 juin 1958 est créée l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique
qui viendra après l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Enfin, il y a un léger changement sur les noms. Et elle a été fondée par des praticiens hospitalo-universitaires. Elle a été reconnue d'utilité publique dès 1962 et elle agissait avec le ministère de la Santé. Donc il y avait un accord entre le ministère de la Santé et les praticiens qui s'intéressaient à la pollution. Et le problème, c'est que il y avait une sorte de respect mutuel entre les inspecteurs, les directeurs du ministère de la Santé qui sortaient généralement de l'école des mines et de l'autre côté, les professeurs, les médecins hospitaliers. On peut continuer, donc on a des premières mesures, mais brusquement, il va y avoir un changement. On a Robert Poujade, qui est ministre, pas ministre, mais qui est Premier ministre délégué auprès du Premier ministre Chaban-Delmas. Il est délégué à l'environnement et la protection de la nature. Et à partir de 72 jusqu'en 74, il sera vraiment ministre en titre. Alors, quel est l'intérêt? C'est que c'est une personne qui sort de l'école normale supérieure, comme le président de la République, Georges Pompidou. Et donc, le ministère de la Santé, ça l'embêtait parce que c'était des ingénieurs d'école des mines. Il y a encore l'esprit de corps, si vous voulez, entre les uns et les autres. Et donc, il va préférer créer des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air qui seront réparties par région. Et il va écrire un livre qui est intéressant, que je conseille à tout le monde. C'est Le ministère de l'impossible. Donc le ministère de l'impossible, c'est le ministère de l'Environnement qui apparaît dans un milieu qui est très productiviste dans les années 70 et il a essayé de faire quelque chose, il a même réussi. On continue. Donc, première chose, c'est que Atmosud n'existait pas en tant que tel il y a 50 ans. Il y a 50 ans a été créé RFOBEP. Donc RFOBEP, c'est l'Association des industries de la région Fos-Étang de Berre pour l'étude de la prévention de la pollution. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait autour de l'étang de Berre, au maximum, 40 à 50 000 habitants. Entre Fos, Martigues, Ixtres, pas plus. Les gens vivaient de quoi? Ils vivaient de l'agriculture, ils vivaient de la pêche, ils vivaient ils étaient marailleurs. Et on était très loin de Marseille. Or, brusquement, dans les années 70, le port de Marseille annexe l'étang de Berre. Et donc, on va passer un peu de temps, parce qu'on va industrialiser cet étang. Ça va devenir l'étang des raffineries, puisque les pétroliers vont aller à Fos-sur-Mer, vont aller à Martigues. Et donc, à partir de ce moment-là, toute cette étendue-là deviendra industrielle. On aura beaucoup de population, beaucoup d'industries. Et les industries, parce que les populations et certains élus étaient inquiets, ont décidé, 13 industriels et raffineurs ont décidé de créer au départ RFOBEP en 1972. On peut continuer. Donc, quelques années après, 9 ans après, naît RMAREX. RMAREX sera donc sur Marseille et l'est des Bouches-du-Rhône. Et Qualitaire sera créé en septembre 89, donc quasiment il y a presque une vingtaine d'années entre le premier, le second et le troisième. Qualitaire 06, c'est sur Nice, puis le département des Alpes-Maritimes, et deviendra Qualitaire tout court quand il va s'étendre jusque sur les deux départements 05 et 06, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On peut passer. Donc, premier travail en commun des trois associations, c'est la création d'une station mobile qui sera partagée, qui ira d'un endroit à l'autre pour prendre des mesures particulières. On peut continuer. Donc, première unification. Ces unifications ont été assez difficiles. Donc, la première unification, c'est en 2012, entre Qualitaire à Nice
et Hermarex à Marseille. On voit qu'Airfobep reste à part. Donc, quand Airfobep rejoint Atmopaca, cela devient Airpaca. Et en 2018, Atmosud. Vous voyez ? Donc, on a une unification et on le ressent après dans les contacts avec les élus, avec les services de l'État. On sent, si vous voulez, le fait qu'il y ait une union, que maintenant les trois ont disparu en une seule entité, ont mis tout leur savoir et leurs compétences en commun, et donc peuvent parler d'une façon plus ferme. On peut continuer. Donc, Atmosud fait partie d'un grand réseau qui s'appelle Atmofrance, qui est sur les 13 régions de France, plus les territoires et départements d'outre-mer. Et on a une coopération importante entre Atmosud et Qualitaire Corse. Voilà, on peut passer. Donc, quelle était l'organisation ? Alors, l'organisation des finances par l'État, par les collectivités territoriales, par les acteurs économiques, et puis en même temps par une taxe parafiscale sur les pollueurs. C'est-à-dire, en gros, les industriels ont fait payer le pollueur. Et c'était la grande nouveauté, si vous voulez. On peut passer. Donc, voilà la structure d'Atmosud, telle qu'elle ressort au bout d'une évolution, de 50 ans d'évolution. Donc, vous avez les quatre collèges. Alors, premier collège, c'est les représentants de l'État, évidemment. Vous avez l'ADREAL, la santé, etc. Vous avez les représentants des collectivités territoriales et des métropoles en particulier. Donc, on a entendu les représentants des métropoles. Vous avez les représentants des acteurs économiques. On a entendu le président d'ArcelorMittal. Et puis, vous avez les représentants des associations qu'on a entendu aussi. En sachant que quand même, pour les associations, du temps où c'était Airfobep, Hermarex, etc., et c'était difficile pour les associations de se faire entendre et de faire partie du conseil d'administration. Et donc, j'ai là dans mes archives une lettre rageuse du président de Vélo, oui c'est ça, Vélo, c'est AUX à la fin, Vie Investigation, quelque chose comme ça, donc une association, une lettre écrite, manuscrite, rageuse, et vous avez une sorte de réponse qui arrive quelques jours plus tard, de la part de Corinne Lepage, donc en 1996, et Corinne Lepage qui dit « Mais attention, les représentants des associations doivent faire partie des conseils d'administration des AXA. » Voilà. On peut passer. Merci. Donc, évidemment, on a des mesures, et là j'ai pris un exemple sur le port de Nice. Donc on vous a expliqué depuis ce matin comment étaient prises les mesures, et c'est vraiment le cœur même du travail d'Atmosud. On peut passer. Donc là c'était le port, là c'est une vallée. Vous avez plusieurs exemples. Une vallée, la vallée du Paillon, au-dessus le port de Nice. Bon, c'est ma région, j'ai pris ces exemples-là, mais il y en a plein d'autres, on peut passer aussi. Et vous avez eu des réponses institutionnelles qui ont été des directives européennes, des lois françaises, en particulier la loi du 30 décembre 1996, une ordonnance aussi du 25 décembre. Je rajouterai au niveau de la Constitution la charte de l'environnement qui a été rajoutée au préambule de la Constitution, qui est importante, sur lequel les associations se sont appuyées. Et tous ces textes européens, français, ont donné des productions de normes, y compris d'ailleurs ensuite celles de l'Organisation mondiale de la santé. Quelquefois, il y a des problèmes. L'Organisation mondiale de la santé espérait bien que les dernières normes qu'elle a sorties seraient acceptées par l'Union européenne, et la Commission européenne a dit niet. Voilà. Mais on a quand même un progrès, parce que la Commission européenne a quand même été obligée de tenir compte des normes de l'OMS. Donc il y a une amélioration de ces normes. On peut continuer. Et donc, les citoyens sont maintenant intégrés
à Atmosud et intégré à la recherche d'Atmosud, puisque c'est aussi le cœur du travail et la recherche. Et donc, vous avez les capteurs citoyens. On vous en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une sorte de symbiose. Et c'est là tout le travail qu'Atmosud a fait qui est assez extraordinaire. Je le dis franchement en tant que spécialiste administration citoyen, c'est que Atmosud a réussi à créer une ambiance de travail, malgré des heurts. On aura des heurts entre les uns et les autres, c'est normal. Les gens n'ont pas la même vision. Si vous êtes préfet ou si vous êtes directeur d'Adréal, vous n'aurez pas la même vision qu'un responsable associatif qui voit, par exemple, certains de ses adhérents qui sont gravement malades. Vous voyez, on a des particularités. Mais malgré tout, Atmosud est un organisme où on travaille en commun. Et ça, c'est où on échange beaucoup et c'est important. Dernière diapo, je crois, non ? Ah oui, communication et controverse. Alors là, j'ai voulu prendre un exemple important parce que le travail est parfois contesté. Et là, ici, j'ai voulu prendre un exemple d'un très grand historien qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a écrit un livre sur le climat. Et donc depuis l'an 1000, en 2 tomes, son livre est extraordinaire. Et si vous voulez, les climato-sceptiques, et là on a le nom de la personne, c'est pas grave, écrit, voilà, elle reprend une partie du livre en disant, mais vous voyez, en 1132, en Alsace, il y a eu une sécheresse, c'était terrible, bon, le Rhin était bas, on pouvait cuire des œufs dans le sable. C'est vrai, puisque ce sont les archives prises par le roi Ladurie, mais le roi Ladurie a contredit. Il a repris son texte en disant « j'explique cela, mais il est bien évident que depuis un siècle, on a un changement climatique qui s'installe de plus en plus rapidement. » Donc, vous voyez comment l'information peut être aussi déformée. Dernière image, voilà. Là, je vous laisse lire parce que bon, je dis que ça a été une lutte parce que ça n'a pas été simple d'imposer cette recherche et ce travail sur la pollution atmosphérique. Et on a eu donc une seule association et cette association, elle est à la fois autonome, interdépendante et consensuelle à l'échelle de la région. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Daniel. Nous te remercions. Là, tu parlais des climato-sceptiques. Moi, je me souviens d'une conférence de Claude Allègre au centre universitaire méditerranéen à Nice, qui disait mais au quaternaire ou quoi, on s'est déjà adapté. Bon, d'accord. Bon, alors. On avait parlé de grands témoins, mais des grands témoins, j'en vois beaucoup dans la salle. Moi, de temps en temps, je vous regarde, je me dis, mais bon Dieu, quelle histoire on a avec tous ces gens-là. Je vois Jacques Moussafir, là, avec Aria. Bon, on va quand même, on est obligé de conclure assez rapidement. Si tu veux bien, Denis, hein, nous rappeler un peu, parce que Daniel a rappelé l'implication de la PPA et puis comment elle continue à travailler. Après, on donnera la parole au président qu'on peut qualifier d'honoraire, hein, plutôt qu'ancien, de Atmosud. Hein. À toi, Denis. Merci pour votre invitation et bonjour à tous. Alors, je vais m'exprimer non pas en tant que président de la PPA, mais en tant que médecin. Alors, d'abord, en tant que médecin épidémiologiste. Et en tant que médecin épidémiologiste, je suis très étonné de voir les parution des articles dans les années 70 et 80 qui disaient, les préfets disaient qu'il n'y avait pas de problème de pollution atmosphérique, sauf dans certaines régions industrielles, mais les choses avaient été résolues par les mesures qui avaient été prises vis-à-vis des industriels. Alors, s'ils disaient ça, c'est aussi beaucoup parce que les méthodes épidémiologiques étaient assez rudimentaires. Et il y a eu véritablement un bouleversement en 1995, en France, avec la parution de l'étude Air pur, qui a considéré non plus l'impact de la pollution au niveau individuel, mais au niveau collectif, avec des méthodologies d'études tout à fait différentes. Et on a véritablement pris la dimension
du problème considérable. Et encore, on peut dire que les évaluations qu'on donne au niveau populationnel, le nombre de décès prématurés, sont probablement sous-estimées parce qu'on prend les chiffres qui sont véritables des associations de surveillance de la qualité de l'air. Mais ce que respirent les gens au quotidien, ce n'est pas évidemment ce que captent les appareillages. Et souvent, ils respirent davantage de polluants dans leur maison. Et donc je crois que les microcapteurs connectés, on a eu récemment avec Atmosud une expérience dans le cadre du programme DIAMS, vont peut-être nous donner encore une évaluation supérieure quand on aura une mesure intégrée au niveau individuel, une mesure complète au cours des 24 heures de la population. Bon, maintenant, autre point de vue, c'est celui de médecin praticien. Et en tant que médecin praticien, on ne peut que déplorer le manque de connaissances des professionnels de santé. Et alors c'est dommage parce que le micro-trottoir montre que la population fait confiance en premier aux infirmières, en deuxième aux médecins, et puis alors très 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 loin au bas de l'échelle, aux journalistes, et encore aux politiques encore après. Alors, il y a des actions ponctuelles. D'ailleurs, avec Dominique Robin, nous allons ce vendredi témoigner au congrès d'ophtalmologie de langue française au Parc Chanot. Nous allons animer un cours de formation continue pour les pneumologues. Mais de façon plus large, on peut véritablement aujourd'hui dire qu'il y a un vrai virage qui se met en place. Depuis le plan national santé-environnement numéro 1 en 2004, on a demandé justement à ce que la formation des professionnels de santé soit renforcée ou soit même mise en place, il faut dire, puisqu'il n'y en a aucune. Une étude récente de l'association Santé-Environnement France montre que 82% des professionnels de santé n'ont eu aucune formation dans le domaine de la santé environnementale. Et alors, je dois faire aussi une communication au congrès d'ophtalmologie là-dessus, et je peux vous dire que les choses véritablement changent, mais changent sur le terrain. Par exemple, le 13 février 2023, dans quelques jours, va être inauguré, dans le cadre de l'Université Sorbonne, un cours obligatoire dans le premier cycle des études médicales. Et cette disposition va être étendue à l'ensemble des facultés de médecine française dès cette année. Et c'est la même chose pour les pharmaciens et pour les infirmiers, infirmières, donc création dans le cursus initial de leurs études d'un enseignement spécifique. Alors, c'est un pas très important, et le deuxième moyen d'action pour faire changer les choses, ce sont les citoyens aussi. Et la PPA, justement, s'implique fortement dans la formation des acteurs relais pour diffuser ces connaissances au monde professionnel et finalement à la population générale. Donc je crois, en cet anniversaire d'Atmosud, on peut être raisonnablement optimiste quant à l'évolution sociétale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Denis. Tu l'as souligné, la formation, c'est un volet extrêmement important. Je ne reprendrai pas le travail que fait Victor Hugo, mais la formation des cadres, des collectivités, la formation des cadres de l'administration, c'est extrêmement important pour qu'ils se saisissent de la dimension de la qualité de l'air et de ses effets délétères sur la santé lorsqu'elle n'est pas respectée. Bien, nous allons passer la parole à Robert Assante, qui a un vécu de la vie de notre tissu associatif pour la qualité de l'air. Il y en a bien d'autres, mais il va se cantonner à la qualité de l'air. Je t'en prie, Robert.
Je ferai ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, car j'ai tellement de remerciements à vous faire, Pierre-Maria et Dominique, pour cette invitation aujourd'hui, que je ne pourrai que vous accompagner pour demain. Et on va essayer, et je vais essayer en quelques mots, d'essayer de faire la transition entre hier et demain. Je vous dois beaucoup de reconnaissance. Et je voudrais vous apporter mes félicitations à vous et à toutes les équipes qui ont contribué au développement d'Atmopaca. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années en arrière, nous n'en étions pas là. Quand je suis arrivé à la présidence en 1995, je trouvais que c'était une sacrée association. C'est la première que je rencontrais où on associait, et on devrait peut-être s'en servir pour demain, pour d'autres structures, où on associait l'État, qui généralement est toujours indépendant, reste au-dessus et ne veut pas être présent dans les débats, aux collectivités, aux entrepreneurs et aux associations. Ils pouvaient, ensemble, discuter, se regarder droit dans les yeux, se reprocher ou accepter tout ce qu'ils avaient à dire vis-à-vis des uns et des autres, en toute sincérité et en toute franchise. On n'a pas tout ça dans toutes les associations. On ne rencontre pas tout ça quand on nous dit qu'il faut dialoguer, concerter, échanger. Aujourd'hui, nous avons créé cette structure. L'État n'a permis de le payer, mais c'était exemplaire. Pourquoi ne pas le reprendre? Mais il y avait un petit souci tout de même. Et Carole Genevet était là, qui a été la première directrice qui m'a accueilli à Hermarex à l'époque, comme vous l'avez rappelé, M. Mourati. On était dans les locaux de la DRIR. Ça voulait dire qu'on était presque une annexe. Et les associations dont je me souviens les propos qu'ils tenaient à l'époque étaient de dire « vous nous donnez des normes ». Mais qui nous dit qu'elles sont indépendantes? Puisque vous êtes dans les mêmes locaux que ceux de la DRIR, ils vérifient, ils contrôlent et ils ne vous permettent pas de vous exprimer librement. Et quelque part, c'était une drôle d'image que nous donnions en étant indépendants et être sous tutelle de la DRIR. Ça a été extraordinairement compliqué, mon cher Dominique, d'essayer de quitter Avenue du Prado, le bâtiment de la DRIR, pour aller 30 mètres plus loin, dans des nouveaux locaux dits indépendants. Mais ils descendaient immédiatement dès qu'il y avait un point de presse, dès qu'il y avait une information, dès que j'étais là, on se demandait pourquoi. Ensuite, Dominique, il y a eu ce transfert qui a été effectué, alors là, loin, à la rue Paradis. Et là, l'indépendance était totale. Ne croyez pas que c'était si facile que ça de discuter avec les services de l'État, qui nous laissaient la bride sur le cou. Non, 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 parce qu'ils étaient financeurs. Et au début, l'État était le plus grand financeur. Au fur et à mesure du temps qui passait, il l'était de moins en moins. Les industriels, les collectivités ont évolué dans leur financement. Et nous étions, en 1995, une quinzaine. Aujourd'hui, Dominique l'a dit, le président l'a dit, près d'une soixantaine. Cette évolution d'indépendance est totale. Et là où vous devez être félicité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes apprécié de tous. Les associations veulent venir, veulent faire partie du conseil d'administration. Vous êtes respectés, vous avez apporté une dimension environnementale, sociétale, morale, qui vous permet aujourd'hui de réaliser un 50e anniversaire assez exemplaire. On oublie souvent tout ce parcours. Je me rappelle aussi, quand nous allions voir les communes et que nous leur demandions de vouloir accepter d'installer sur leur territoire des capteurs, ils ne voulaient pas. Car on allait dire que l'air que l'on respirait dans telle commune ou dans telle commune n'était pas aussi performante que ce que le maire de cette commune voulait bien dire. Mais enfin, l'air, il ne reste pas sur une commune. Il ne reste pas que sur un territoire, il ne reste pas que sur un ensemble. C'était un combat de tous les instants. Quand on a décidé, là aussi, d'avoir le premier laboratoire d'analyse mobile. Mais pourquoi faire? Pourquoi investir de l'argent? Pour pouvoir aller sur place, à côté d'un collège, à côté d'un lycée, à côté des zones industrielles, d'un lieu d'entreprise, où les gens portaient la critique. Et il fallait l'étayer, il fallait être crédible. Pour cela, on installait le laboratoire d'analyse mobile pendant 2-3 mois, où on ne pouvait pas dire qu'on restait que 8 jours, pour pas simplement dire qu'on a mis au bon moment, à la bonne période. Ça a été, là aussi, très difficile. Après, tout le monde voulait l'avoir.
Parce qu'il se rendait compte que quand l'air est bon, il le dit, et quand l'air est moins bon, il le dit aussi. Et donc certaines communes s'en sont servies de vecteurs de communication cette fois. Je vous rappelle qu'au début, ils disaient non. Après, ils le réclamaient pour l'avoir, parce que comme ça tournait bien, ça fonctionnait bien, ils pouvaient. Mais là où la crédibilité est très forte, c'est que les associations validaient le résultat. Aller sur place pour voir comment il tournait, comment il fonctionnait. Les collaborateurs qui sont là, d'Hermarex aujourd'hui à Admo Sud, les voyaient arriver et discuter avec eux. Et ce dialogue était permanent et a permis de crédibiliser complètement le réseau de surveillance de la qualité de l'air. L'autre vision que nous avions, c'était de le rendre régional. Pourquoi avoir 3 réseaux? Avoir 3 façons d'interpréter, 3 façons de dire. Et là aussi, j'ai effectué un travail important pour me rapprocher de l'ancien président de Qualitaire, Marc Laforie, que tu connais très bien, à qui tu transmettras mes amitiés. On a lancé cette opération. Avec Airfobab, il y avait des blocages politiques. Qu'à cela ne tienne. On se tourne vers un côté qui dit oui, on attend que celui qui dit non dise oui. Ce qui fut fait plus tard. Dans tous les cas, c'est qu'une question de temps avec les politiques. Ils arrivent tous à ce que vous voulez. Finalement. Mais il faut y mettre un peu le temps, il faut avoir un peu de patience. Alors j'ai une reconnaissance vraiment très forte de ce que nous avons fait, qui n'était rien par rapport à tout ce que vous avez fait ensuite. Parce que quand on débloque la machine, quand on crédibilise la machine, elle a une dimension pour l'extérieur, pour les autres. Et dans cet instant-là, on est face maintenant à une institution. Nous avons créé une institution. Quand nous voulions exprimer un certain nombre de choses sur la santé. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi, que ce soit Pierre, que ce soit d'autres, qui n'avons rien à voir avec les problèmes de santé, totalement incompétents? Mais Denis Charpin et d'autres étaient dans le comité scientifique de santé qui exprimaient leur inquiétude quant à l'évolution de la santé, mais qui en même temps n'avait pas une position idéologue, mais une position de santé. Et tout cela a concouru à crédibiliser complètement le réseau de la surveillance de la qualité de l'air. Quand nous envoyions nos représentants au Conseil national de l'air, ils étaient crédibles. Quand on échangeait avec les autres réseaux, on avait une forte crédibilité. Nous avons souvent entendu que dans le Sud, on ne travaille pas, on n'est pas bien, on n'est pas convenable, on n'est pas dans les meilleures conditions qui soient. Eh bien non. Quand on était avec les autres structures, quand on échangeait, et on s'est rendu compte que nous étions en pointe, que nous avions à envisager des choses positivement. Aujourd'hui, j'ai vu des choses qui s'inscrivent dans l'avenir, dans demain, ce que sera sans doute le réseau de surveillance de la qualité de l'air. Dieu sait qu'avec Daniel Boutet, nous n'avons pas été souvent d'accord. Mais Dieu sait qu'il m'a présenté quelque chose tout à l'heure. Pour venir vérifier la qualité de l'air par drone, bravo. Je ne l'ai pas dit souvent. Vous non plus. Mais aujourd'hui, oui, c'est ce qu'il faut. Il faut aller vers cette modernité. Si la technicité nous donne des moyens, exploitons-les. Regardons, évoluons. Vous imaginez avec un drone, vous pouvez voir le niveau de la qualité de l'air ou de la pollution à 20 mètres de haut, à 40 mètres de haut, à 60 mètres de haut, à 80 mètres de haut, à 120 mètres de haut. C'est bien ça. Jusqu'à 120 mètres de haut, vous pouvez visualiser la couche de pollution qui a évolué, qui est extrêmement importante dans le domaine de la santé. Et on peut juger de la dispersion qui a souvent été émise comme étant des solutions à apporter. Ici, on n'a pas besoin de surveillance de la qualité de l'air, nous avons le Mistral. Non. Nous devons tout contrôler scientifiquement dans le cadre des règlements et des lois qui s'imposent dans un état de droit que nous ne pouvons qu'encourager à continuer à poursuivre et aller de l'avant. Je souhaite que dans l'avenir, Admo Sud, que la Fédération nationale fasse en sorte que nous ayons encore d'autres avancées. Quand on vient, au travers des nouveaux appareils que vous nous avez montrés, contrôler l'air intérieur. C'est ça l'avenir. L'air intérieur doit se faire dans chacun des domiciles, dans chacun des appartements, dans chacun des maisons. On l'a vu ce matin quand on nous parlait de brûler le bois, pas brûler le bois, c'est bien, c'est pas convenable. Mais dans les logements sociaux, vous ne pensez pas que c'est important que ça soit fait ? Vous imaginez que ce sont les populations qui sont dans les situations les plus défavorisées, qui doivent subir plein de problèmes, plein de difficultés. Et en plus, leur donner les moyens de pouvoir respirer un air de meilleure qualité serait une excellente chose.
on doit aussi aller dans les lieux publics, que l'ensemble des collectivités, des services de l'État qui accueillent du public, on aille vérifier à l'intérieur de ces bâtiments la qualité de l'air, que ceux qui y travaillent respirent, mais que tous ceux qui viennent dans ces services respireront à ce moment-là. Qu'on ait le culot d'aller aussi contrôler l'air que nous avons dans les métros. Car on parle du métro, on parle de son environnement, c'est magnifique, ça nous aide. Ça va contre une forme de pollution, puisque c'est l'électricité, où on nous conseille tous les jours de nous brancher et de prendre des voitures, du tram, du métro, tout ça à l'électrique, où on explique tous les jours que dans tous les cas on en produit moins et qu'il faudra bien à un moment donné faire attention. Donc je ne sais plus s'il faut prendre la voiture, le métro électrique ou le tram électrique, ou s'il faut rester à la maison. Mais dans tous les cas, il faut, me semble-t-il, contrôler l'air à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des lieux publics, et on aura un certain nombre de surprises à avoir. Comme moi j'avais eu la surprise, et je terminerai par là, de voir que les premiers contrôles, tout à l'heure Dominique me le rappelait en plaisantant, que quand j'ai fait les premiers contrôles sur la ville de Marseille, qu'on m'a expliqué, qu'on a été pédagogique avec moi, qu'on a été patient, pour que je puisse tout comprendre, en n'étant pas ingénieur de formation, savoir à Marseille où était la plus forte pollution. Et j'étais convaincu, comme sans doute certains d'entre vous, que le lieu où la pollution était la plus forte, c'était le centre-ville. Eh bien non. Je me suis rendu compte, plusieurs années renouvelées, que c'était à Plombières, qui a la plus grosse pollution atmosphérique à Marseille, et Dromel-Sainte-Marguerite. Je n'avais pas pensé. Et pourtant, c'est à cet endroit-là. Alors je dirais bien que pour l'avenir, en ce qui concerne Dromel, Sainte-Marguerite, je n'ai pas de solution préconçue, je laisse faire les spécialistes. Mais en ce qui concerne Plombières, si déjà on enlevait la passerelle comme on l'a enlevé sur la Joliette, peut-être qu'en termes de pollution de l'air, on améliorerait grandement les choses. Donc aujourd'hui, Atmosud fête 50 ans. Elle a encore au moins 100 ans de vie, compte tenu de toute l'évolution qu'il y aura, de la législation, de ce que voudront les citoyens, de ce que voudront les populations. Il y aura encore énormément de travail à effectuer et je vous fais confiance à vous, à ceux qui travaillent avec vous, parce que vous avez démontré par le passé que vous étiez à la hauteur de la confiance comme vous témoignez, et on vous fait de nouveau confiance pour que demain, vous montriez l'exemplarité du dialogue, de l'échange, du contrôle, de la validation, ce dont on a impérativement besoin. Et ça ne vient pas d'en haut, ça vient de votre part, et pour cela, soyez-en félicités aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert, pour ta véhémence. Pendant que tu parlais, il me revenait des anecdotes, on pourrait en dire beaucoup. Tu parlais de l'installation des stations, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je me souviens quand on a amené la surveillance publique de la surveillance de la qualité de l'air dans les Hautes-Alpes. Je me revois à Briançon, où il y avait un médecin qui faisait des travaux excellents sur les mousses, les moisissures, mais qui recevait de l'argent du Conseil général, et puis qui développait, il avait une maison d'activité de soins, et quand il a vu qu'il y avait une association agréée de surveillance de la qualité de l'air, pour lui, c'était venir surveiller la pollution. Et lui, c'était sa marque de fabrique, c'était la qualité de l'air de la montagne. Quand on est venu de dire qu'il y avait de l'ozone qui remontait, bon voilà, il était navré ce brave médecin. Donc voilà, on a vécu toutes ces étapes difficiles, ces dialogues des stations à déplacer, parce que ceci, parce que cela. Tu l'as bien souligné, Robert, c'est pas facile. Et Denis en est parfaitement confiant aussi. Écoutez, voilà, il y a encore beaucoup à faire entre nous, mais je trouve on fait de plus en plus, avec la participation de tous, les entreprises avec lesquelles Atmosud travaille, une équipe dynamique, motivée, des collectivités qui s'impliquent maintenant. Elles sont soit attirées, soit elles savent aussi devenir proactives. Les industriels aussi, les émetteurs prennent conscience que dans ce monde qui change, avec ces contraintes en plus énergétiques qu'on subit actuellement,
il faut y aller, quoi. Hein, il faut changer de... On n'est plus dans une zone d'équilibre, hein, donc c'est très perturbé. Et pas que le climat qui est perturbé. Il faut qu'on s'adapte. Et je pense qu'on devient de mieux en mieux armé pour s'adapter. Voilà. Encore un grand merci à tous hein, pour être venus ensemble. Faire un peu cette rétrospective des 50 années passées dans notre région en matière de qualité de l'air et puis voir qu'on a encore à progresser, mais on dit quelquefois que ce n'est pas la technique qui pourra résoudre les choses, c'est clair, hein, mais quand même on voit qu'avec la technique, on fait des progrès quand même. Là, en matière de surveillance, vous avez vu ce qu'on peut faire. Bon, les drones, ça ne sert pas qu'à ça. Hein, ça sert aussi à faire la guerre. Non, mais bon, là, nous, on veut voir que cela, de drones. Encore merci à tous et puis une bonne fin de journée. Et à bientôt parce que voilà, on continue à travailler de manière active ensemble. Merci à tous. Daniel, c'est très bien.